Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre deuxième séance du cours d'acquisition du temps et de l'espace. La semaine dernière, nous avons fait une petite introduction au cours qui portait, disons, sur les thématiques générales que nous allons traiter dans ce cours. Nous avons vu donc que nous allons étudier le débat langage-cognition, ensuite l'expression du temps et de l'espace dans les langues, pour arriver à présenter, à l'aide d'études de cas, l'acquisition de la temporalité et de la spatialité en langue seconde. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur quelques études portant sur le débat ou les relations langage-cognition. Alors, il y a un grand débat concernant les langues qui en fait met en contraste, on pourrait dire, l'idée qu'il y aurait une diversité entre les langues, d'une part, et d'autre part, l'idée qu'il y aurait plutôt des universaux linguistiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la diversité linguistique? On peut dire qu'une catégorisation linguistique est une idée qui est en fait soutenue par pas mal de chercheurs. Une autre idée serait plutôt de placer les langues au long d'un continuum. Exemple très concret pour ce qui est des domaines sémantiques et lexical, par exemple le domaine des couleurs ou la description d'activités entre marcher et courir. Donc, par exemple, est-ce que toutes les langues expriment les mêmes couleurs ou il y a une différence aussi entre le lexique à disposition des langues pour exprimer les couleurs? Pareil pour une description d'activités entre marcher et courir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire diversité linguistique? Ça veut dire que chaque langue classerait de manière autonome et de manière différente la réalité. Alors, ici, vous avez l'exemple des couleurs, parce que le lexique des couleurs est l'un des domaines qui a été étudié pour tester la diversité linguistique, et vous pouvez voir que le spectre des couleurs ici est divisé par rapport au locuteur de l'anglais, du shona, une langue de l'ex-Rhodésia, et du bassa, une langue du Libéria. Donc, pour l'anglais, vous pouvez voir qu'on a plusieurs couleurs: purple, blue, green, yellow, orange, red. En réalité, pour le shona, on a juste 4 mots qui peuvent exprimer les couleurs, et pour le bassa, il y en a 2. Donc, ce qui montrerait donc, par exemple, une variété linguistique, même dans le domaine lexical des couleurs, entre les langues. La semaine dernière, nous avons également vu que les langues peuvent diverger dans les moyens linguistiques dont ils disposent pour exprimer certaines relations spatiales. Donc, on avait vu, par exemple, que l'anglais et le néerlandais présentent des prépositions différentes pour encoder les notions de contenance, de contact, de support, de verticalité, horizontalité, d'enveloppement. Donc, on avait vu, par exemple, que l'anglais dispose de 2 prépositions, in et on, pour exprimer à la fois la contenance, mais aussi pour in, et pour toutes les autres notions, par exemple contact, support, etc., on a la préposition on. En néerlandais, on avait vu qu'il y a des prépositions différentes pour exprimer la fonction de contenance, support, etc. Et on avait également vu que, par exemple, pour le contact, on a des prépositions différentes, an, pour exprimer la position horizontale, alors que, par exemple, hop et hop, ce sont deux prépositions qui expriment le contact, mais avec aussi l'idée de verticalité. On
avait vu que l'espagnol facilitait beaucoup les choses parce qu'il y avait une seule préposition pour exprimer toutes ces notions, contenance, support, etc. Pour le français, on avait également réfléchi sur le français. On s'était dit que, en réalité, le français utilise différentes prépositions. Il n'y a pas en fait une seule préposition pour chaque fonction parce qu'on avait vu qu'on utilise in pour la contenance. Pour le contact, on peut utiliser au ou sur. Et pareil pour le support, au ou sur. Et pour l'image D, on avait même dit la bague au doigt ou la bague sur le doigt. Mais principalement, c'est la bague au doigt. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des relations temporelles? Est-ce que, par exemple, les relations temporelles représentent un domaine de variation linguistique entre les langues? Alors, déjà, quand on parle de relations temporelles, il faut dire qu'on fait une distinction entre temporalité et aspectualité. Et par exemple, concernant le temps grammatical, on peut identifier une distinction très très évidente entre le français et le chinois. C'est-à-dire que, par exemple, le français dispose de formes simples et de formes composées pour montrer le temps et l'aspect, même si l'aspect c'est dans une moindre mesure. En réalité, par contre, en chinois, il y a une absence de changement morphologique et de la forme grammaticale du temps. Donc disons que le chinois dispose plutôt de particules aspectuelles pour exprimer l'aspect et pas de morphologie verbale pour exprimer la temporalité. Concernant la notion d'aspect, donc que nous allons approfondir dans les prochains cours, l'aspect c'est vraiment, on peut dire, parce qu'il faut faire quand même la distinction entre aspect lexical et grammatical. Aspect grammatical, on peut dire c'est vraiment la façon dont on envisage un procès. Est-ce que le procès est en train de se faire? Est-ce qu'il est achevé? Est-ce que voilà, il est en train de se faire ou achevé? Donc, par exemple, pour l'aspect grammatical, on peut faire une distinction entre le français et l'anglais parce que l'anglais permet de faire une distinction aspectuelle entre perfective et aspect imperfectif à tous les temps, y compris le présent. He is smoking versus he smokes. Qu'est-ce qu'on peut dire du français? En français, on peut dire il fume, mais il fume peut avoir deux significations. C'est-à-dire, il est en train de fumer, donc il fume vraiment en ce moment, ou il a l'habitude de fumer. Alors qu'en anglais, la distinction est vraiment plutôt sur le procès qui est en train de se faire ou qui, on pourrait dire, est achevé. C'est perfectif ou imperfectif. Donc, si un procès est borné ou il n'a pas de borne. Concernant le genre grammatical, on peut également identifier une variation entre les langues. Parce que, par exemple, en anglais, on ne fait pas de distinction entre masculin et féminin. On peut avoir a table ou the table. Okay, donc la distinction qu'on fait, c'est entre défini et indéfini. Concernant le français, par contre, on fait une distinction entre masculin et féminin. Une table, la table, ou en bureau, le bureau pour le masculin. L'allemand fait une distinction encore plus fine parce que il permet de faire la distinction entre le genre masculin, le genre féminin, mais aussi le genre neutre. Okay? Donc on a par exemple le défini der pour le masculin singulier, le défini die pour le féminin singulier et le défini das pour exprimer le genre neutre. Alors, donc, concernant ce débat entre diversité linguistique et cognition, disons que les questions qui sont à la base de ce débat sont les suivantes. Est-ce que la diversité linguistique a un impact sur la cognition? De quelle manière la langue peut influer la pensée? Et les locuteurs d'une langue ont-ils une perception ou une représentation différente de la réalité en fonction de la langue qu'ils parlent?
Ce sont les trois questions vraiment à retenir lorsqu'on veut aborder le débat diversité linguistique cognition. Il y a eu différents avis au fil du temps et là encore, il y a différents avis dans la littérature. L'une des hypothèses vraiment qui est à la base de ce débat langage-cognition est une hypothèse qu'on appelle hypothèse Sapir-Whorf. Donc Sapir et Whorf étaient des linguistes, anthropologues plutôt, qui étaient intéressés surtout aux langues amérindiennes dans les années 30 et 40 du XXe siècle. Donc Whorf, Benjamin Whorf, intrigué, était vraiment intéressé, on pourrait dire, par les différences entre l'anglais et le Hopi. Le Hopi est une langue indienne parlée dans l'Arizona. Donc l'auteur en question, l'anthropologue Whorf, s'était focalisé surtout sur la manière différente qui présente ces deux langues de décrire l'action, le mouvement, le temps et l'espace. Par exemple, le verbe ne comporte pas de temps, présent, passé, futur, mais plutôt des aspects tels que action qui est en train de commencer, en déroulement ou accompli. Donc si vous voulez, on a, d'après Whorf, une représentation du temps dans un Hopi et qui est différente de la représentation du temps qu'on a dans l'Occident. Whorf donc en déduit que les locuteurs de ces langues ne pensent pas le monde et ne perçoivent pas le temps et l'espace de la même manière que les locuteurs de l'anglais. Donc si vous voulez, en fonction de ce que la langue donne au locuteur, d'après Whorf, il y aurait également une différence entre la représentation du monde et des notions de temps et d'espace que les locuteurs du Hopi ont par rapport aux locuteurs de l'anglais. Donc, Whorf dit, nous disséquons la nature selon les lignes qui sont tracées à l'avance par nos langues maternelles. Donc, c'est l'impact des langues maternelles sur la représentation qu'on a de la nature et du monde. Donc, les structures grammaticales et lexicales des langues ont un effet contraignant, donc très très fort, sur ce que l'individu perçoit de son environnement, puisque c'est à travers le filtre de la langue qu'on perçoit et classe la réalité. Donc il y aurait un impact très très important des structures lexicogrammaticales sur notre représentation du monde. Ça c'est l'hypothèse Sapir-Whorf. D'après donc cette hypothèse, la langue et la pensée seraient deux entités identiques et indissociables. Et la langue détermine, c'est pour ça qu'on parle aussi de déterminisme linguistique, fortement la pensée et la perception. Donc ici vous avez une petite citation de Humboldt qui a été citée par Solobin en 1996. Donc l'auteur dit que le langage, language is the formative organ of thought, intellectual activity, entirely mental, entirely internal, and to some extent passing without trace becomes through sounds externalized in speech and perceptible to the senses. Thought and language are therefore one and inseparable from each other. Donc, deux entités, pensée et langage, et langue, qui sont fortement liées, identiques et inséparables. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse Sapir-Whorf ou déterminisme linguistique, parce qu'on indique que la langue détermine fortement la pensée et la perception. Contre le déterminisme linguistique, parce qu'il y a dans la littérature, il y a eu quand même d'autres études qui en réalité ont remis en question l'hypothèse, on pourrait dire, du Sapir-Whorf, le déterminisme linguistique. Il y a une étude
très très intéressante qui porte sur les couleurs et qui a été faite par Berlin et Kay, qui ont fait une étude sur les termes qu'ils appellent fondamentaux pour les couleurs. Donc ils ont étudié 98 langues et ils ont collecté les noms de couleurs qui sont réduits en une liste qu'ils appellent the Basic Color Terms. Donc, qu'est-ce que les thèmes fondamentaux? Les thèmes fondamentaux, pourquoi ils parlent de thèmes fondamentaux? Les thèmes fondamentaux sont des monolexèmes, par exemple vert, qui n'est pas verdâtre, et qui ne sont pas restreints à un domaine spécifique, par exemple blanc, et ce sont surtout des thèmes qui sont psychologiquement saillants. Okay? Donc, d'après cette étude, en réalité, il y aurait une tendance universelle, une invariance des couleurs typiques ou focales qui correspondent aux Basic Color Terms, mais des variations aussi aux frontières. Donc, combinaison possible dans les langues, ça veut dire que toutes, si vous voyez ici le petit schéma des couleurs, ça veut dire que toutes les langues, par exemple, qui possèdent un terme pour blanc, déjà toutes les langues ont ces deux termes, blanc, noir ou clair foncé. Si une langue X comprend trois termes pour les couleurs, le troisième terme est forcément rouge. Okay? Si une langue possède quatre termes pour les couleurs, le quatrième terme est forcément jaune ou vert. Okay? Cinquième bleu, donc si on a une langue dispose de 5 termes pour les couleurs, le cinquième terme est forcément bleu, donc ça veut dire que la langue a white, black, red, green, yellow et bleu. Si une langue a un sixième thème pour les couleurs, elle aura brown et ainsi de suite. Okay? Donc la tendance universelle, c'est qu'en réalité, les langues ont ces Basic Color Terms, okay? Mais il y a quand même des variations frontières parce que toutes les langues ont deux termes, blanc et noir. Après, si une langue X a trois termes, elle doit forcément avoir le rouge comme troisième terme. Et quatrième, si la langue a quatre termes, elle doit forcément avoir jaune ou vert comme quatrième terme, etc. Donc, contre le déterminisme linguistique, il y a également l'idée de Pinker, qui, on pourrait dire, critique cette hypothèse Sapir-Whorf et qu'il appelle factoïde, et que, en réalité, d'après Pinker, il y aurait par exemple, Sapir-Whorf dit que la vision de la temporalité en langue hopi est différente de celle qu'on a dans l'Occident. Mais en réalité, Pinker soutient que cette représentation ne diffère pas beaucoup de celle occidentale parce que même s'il n'y a pas ces notions de présent, passé, futur en hopi, on a quand même une quantité d'adverbes pour référer au temps. Et donc, disons qu'il y a aussi des auteurs qui ne soutiennent pas ce déterminisme linguistique, ce qui est le cas de Pink et ce qui est le cas aussi de Berlin et Kay à travers l'étude de des couleurs, les Basic Color Terms. Donc on peut dire que pour Pinker, l'hypothèse Sapir-Whorf est vraiment totalement fausse et ridicule. Okay? Il y a également, voilà, ici je vous ai cité un mythe des noms esquimaux pour la neige, parce qu'en réalité, il y a aussi d'autres études qui ont montré qu'en esquimau, il y a plusieurs termes pour parler de la neige. Et ça serait aussi quelque chose de de culture related, lié à la culture, parce que ce sont quand même des populations qui ont l'habitude, qui vivent vraiment dans la neige, et donc ils auraient plusieurs termes pour parler de la neige, mais en réalité, même cette étude a été remise en question, on pourrait dire, et donc été remise en question, et
et en faveur voilà, plutôt de cette idée d'universalité et linguistique et pas de déterminisme. Donc pour Pinker, l'hypothèse Sapir-Whorf est vraiment fausse et ridicule, et donc la langue serait différente de la pensée et il n'y aurait pas d'influence entre langue spécifique et la pensée à laquelle appartiennent plutôt des catégories universelles. Donc les locuteurs, autrement dit, de différentes langues, utiliseraient le même système de représentation conceptuelle, mais différemment, c'est-à-dire avec une langue qui est spécifique. Donc on pourrait, disons que les tenants de cette hypothèse plutôt de manque d'influence entre langue et pensée soutient plutôt que la pensée est universelle, mais les langues sont spécifiques. Alors, une position plus nuancée est celle de Jacobson, qui en réalité soutient que les langues ne diffèrent pas pour ce qu'elles permettent de dire, mais pour ce qu'elles obligent. Enfin, pour ce qu'elles obligent ces locuteurs à exprimer. Donc, ça serait plutôt les caractéristiques grammaticales et discursives qui obligent le locuteur à dire une chose et à ne pas dire une autre chose. Okay. Une autre différence qu'on peut faire, par exemple, ou bien pour nuancer cette position de déterminisme linguistique, est en réalité se focaliser sur une différence entre aussi les classes syntaxiques, les classes qu'on va aborder. Par exemple, une différence dans le lexique, parce qu'en réalité, le lexique est une classe ouverte, non autonome, et elle est en constante évolution, parce que si vous pensez au nombre infini de mots qui entrent dans le lexique chaque jour, versus la grammaire qui est plutôt une classe fermée, notamment pour l'aspect morphosyntaxique. Donc si on prend l'exemple voilà, de la phrase anglaise « Yesterday I met a friend », comment est-ce qu'on va traduire cette phrase en français? Hier, j'ai rencontré un ami. Donc vous voyez qu'il y a une différence vraiment dans la grammaire, mais c'est en réalité parce que la grammaire serait voilà, une classe fermée et donc plus complexe aussi par rapport au lexique qui est une classe ouverte. D'autres exemples qui montreraient en fait cette différence lexique-grammaire. En anglais, the man is sick. Okay? Donc on fait déjà la distinction entre défini et indéfini, okay, the man, a man, etc. Et on distingue aussi le temps, parce qu'on utilise le présent ici et pas par exemple le passé was. Dans d'autres langues, en réalité, on fait des distinctions différentes. En suivant, on se focalise surtout sur le fait, sur la condition de mouvement de la personne. Est-ce que la personne est en mouvement ou pas? En quoi est-ce que la personne est visible ou pas par le locuteur? En esquimant, tout simplement man sick, donc aucune catégorie grammaticale obligatoire, et en espagnol, on fait plutôt attention à l'état de maladie chronique ou temporaire. Donc si vous voyez, en fait, dans chaque langue est exprimée seulement une partie de tout le concept mental associé à une situation. Donc chaque langue possède une tendance particulière à sélectionner un aspect ou l'autre de l'image mentale qui est transmise par l'expression de la pensée. Okay? Donc, dans chaque langue, on exprime seulement une partie du concept mental. Donc, chaque langue a tendance à sélectionner un aspect plutôt qu'un autre, à exprimer linguistiquement. Donc, les catégories grammaticales d'une langue déterminent les aspects de l'expérience qui doivent être exprimés.
Donc, langue et pensée seraient distinctes. Il y aurait des images prélinguistiques, probablement universelles, mais en réalité, leur expression est contrainte par les catégories qui sont des catégories obligatoires dans chaque langue, notamment les catégories grammaticalisées. Okay? Donc tout ça pour vous dire, pour revenir là aussi, différence lexique-grammaire, que c'est la grammaire, d'après cette position plus nuancée de déterminisme linguistique, qui impacterait en réalité la pensée et donc, oui, qui impacterait la pensée. Pourquoi la grammaire? Parce que ce sont des catégories obligatoires et ce sont aussi des catégories, comme on l'a dit tout à l'heure, fermées et donc qui présentent une certaine contrainte, par exemple, par rapport au lexique.